Val pour les éditions Interkeltia. Christelle, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent, merci de nous avoir invités ce soir et je suis ravi de pouvoir refaire une émission ici parce que ça veut dire que quelqu'un a quelque chose à dire, quoi, en tout cas dans mon entourage, que ça soit un auteur comme ce soir, c'est-à-dire Mark Coburn, qui est l'auteur d'un livre que j'ai publié il y a un an, qui s'appelle, dont le titre est 0,0. Il y a Zéro. combien de zéros, Marc? J'ai oublié. Il y a deux zéros après la virgule. 0,001%, l'expérience de la réalité. Alors ce titre n'était pas anodin. Euh, on n'a pas de statistiques officielles sur la question, mais l'auteur a pensé que, et je suis totalement d'accord avec lui, que en fait très peu de personnes sur Terre vivent des choses ou sont capables de vivre et de faire des choses telles que Marc le fait, c'est-à-dire par exemple sortir hors de son corps. Et donc ce chiffre, on s'est dit que c'était un titre qui avait une justification en soi, et qui allait aussi interpeller les gens. Donc je suis très content d'être là parce que ça veut dire que eh ben, ce soir, c'est pas moi qui vais parler, c'est Marc qui avait déjà fait une émission avec vous lors de la sortie du livre. Et comme le livre traite donc de c'est le témoignage de Marc, de sa vie, de ses expériences. Et justement, ces expériences sont à la frontière, je dirais, entre deux thématiques qu'on retrouve développées sur Ici et Maintenant. La thématique des ovnis et la thématique de la spiritualité et De la conscience. de la conscience, du paranormal, de l'ésotérisme, etc., etc. Et donc, la première fois, on avait fait une émission avec Alexandre, animée par Alexandre et moi-même, qui était orientée ovni, voilà, extraterrestre. Avec toi, ça sera orienté différemment, mais c'est ça qui est important, c'est que là, on se situe vraiment à un niveau où on peut parler des deux choses en même temps, finalement, parce que ça se rejoint. À ce niveau-là, ça se rejoint. On fait plus trop de différence. C'est-à-dire que entre rencontrer des entités de l'au-delà, d'un autre plan d'existence, qu'on peut appeler entités spirituelles, pourquoi pas aussi les appeler extraterrestres, quoi. Je veux dire, là, après, la distinction se fait vraiment et est très mince. Donc, ce soir, Marc revient pour continuer de nous parler de ses expériences, de nouvelles expériences, parce que depuis un an, c'est-à-dire depuis la sortie du livre, la vie de Marc a connu de nombreux, nombreux rebondissements et il a vécu des expériences très très intéressantes. Voilà. Et puis, euh, moi, en tant qu'éditeur, je regrette de pas suffisamment avoir des expériences intéressantes. C'est-à-dire que si j'attends d'avoir des livres exceptionnels qui sortent de l'ordinaire entre les mains pour pouvoir les publier, or ça n'arrive pas très souvent. Euh, alors, heureusement quand même, cette année pour moi a été marquée par le travail sur un auteur particulier dont je vais publier le livre au mois de mai. Enfin, le livre est déjà sorti en fait, je l'ai chez moi dans des cartons, mais en librairie, il sera sorti au mois de mai. C'est donc un auteur italien, Mauro Biglino, et ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça vraiment, il fallait s'y intéresser. Euh, Ce monsieur n'est pas ufologue, il est à la base, il était donc traducteur spécialiste des vieilles langues sémitiques, traducteur pour les éditions Saint-Paul qui travaillaient pour le Vatican. Et donc monsieur Biglino a passé sa vie à traduire des passages de l'Ancien Testament pour le Vatican, c'est-à-dire donc traduire ou retraduire, parce que ces textes-là ont été traduits bien souvent, mais bon, on essaye toujours d'y apporter des nouvelles améliorations. Et donc Mauro Biglino a traduit à peu près 14 petits livrets constitutifs de l'Ancien Testament pour le Vatican. Et donc c'est un grand spécialiste de l'hébreu et de ces vieilles langues. Et donc c'est pas un traducteur quelconque, hein. Son nom apparaissait sur des documents officiels du Vatican.
Et la particularité de Mauro Biglino, c'est que depuis à peu près 5 ans, il a décidé de livrer au public sa version, sa vision des choses. C'est-à-dire que maintenant, euh, il interprète donc l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible, hein, et il l'interprète d'une manière totalement nouvelle, où là, il est fortement question d'extraterrestres. C'est-à-dire que lui dit clairement, quand on traduit, eh bien, voilà, c'est pas Dieu, c'est les Elohim, hein, donc les dieux au pluriel, etc., etc. Donc, il a fait beaucoup de conférences en Italie. Il a fait jusqu'ici 4 livres qui ont connu beaucoup de succès en Italie, à tel point qu'il a reçu beaucoup de menaces, des menaces de mort, etc., etc. Enfin, donc, il est très connu en Italie et évidemment en France, silence radio. Donc, on a décidé, Pierre Mazet et moi, de faire quelque chose. Alors Pierre Mazet, c'est un éditeur aussi. Ce sont les éditions Nouvelle Terre. Et c'est lui qui a traduit en français, par exemple, Stephen Greer. Et donc, bon, on a décidé, parce que c'était quand même un gros morceau, de se partager la tâche. Et voilà, les fruits arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'ai traduit le premier livre de Mauro Biglino, donc qui sort en mai, qui s'appelle en français La Bible comme vous ne l'avez jamais lu. Et Pierre a traduit le second volet, le second tome, qui va sortir aussi à peu près en même temps, donc aux éditions Nouvelle Terre. Et puis, voilà, on espère aussi traduire les 2 autres livres qui font suite. Ensuite, on a traduit aussi en français une vidéo. Bah, alors, il y a beaucoup de vidéos de conférences de Biglino, mais qui sont malheureusement pas traduites. Donc, on en a pris une grande qui est assez représentative et on l'a traduite, on l'a sous-titrée en français. Donc, on peut la trouver maintenant sur YouTube et c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que voilà, même avant même d'acheter le livre, on peut se faire une opinion soi-même et en écoutant donc et en lisant la conférence. Alors il suffit de taper son nom, c'est-à-dire Mauro, ça s'écrit Mauro, Biglino Biglino. Et comme mot-clé, vous pouvez taper aussi la Bible. Euh, Vous pouvez taper voilà, le titre du livre en français, ça fait partie du mot-clé, c'est-à-dire la Bible comme vous ne l'avez jamais lue. On peut le Voilà. retrouver sur ton site, Oui. quand Oui, même. oui, oui, tout à fait. Je veux dire par là que le livre est en vente déjà sur mon site avec un lien sur la vidéo. Et très bien, Ah Laurent. bah Merci, voilà, Laurent. sur YouTube, Interkeltia, vous tapez interkeltia.com, tout simplement, Interkeltia avec un K, Keltia à la fin, .com, pour retrouver tous les ouvrages des éditions que Christelle vous fait partager et découvrir. Bien entendu, avant d'aborder ou d'introduire Marc Auburn avec nous, c'était de savoir comment vous êtes rencontrés. Eh bien, c'est de fil en aiguille, c'est-à-dire des amis à moi m'ont fait connaître Christophe Alain, dont j'ai publié 3 livres, qui est un clairvoyant absolument extraordinaire que vous avez reçu très souvent, je crois, sur Radio Ici Maintenant. Et je suis toujours en relation étroite avec Christophe, qui est quelqu'un de fantastique. Et donc, un jour, je reçois un coup de téléphone, c'était Marc, et il me parlait de Christophe, il me parlait de son livre, et il me disait qu'il l'avait trouvé très bien, donc il m'en commandait, je sais plus, 5, une caisse, quoi, carrément, quoi. Et, euh, et très vite, il a commencé à me parler de choses bizarres, enfin, mais ça tombait bien, puisque j'étais très à l'écoute de ces choses bizarres. Et de fil en aiguille, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, tu as tellement de choses à raconter, tu peux plus le garder seulement pour toi, quoi. Et ça serait tellement bien de le mettre, de le coucher par écrit, afin que les gens puissent en profiter. Et je crois qu'au début, Marc n'était pas tout à fait dans cet état d'esprit, mais un jour, il y a eu un déclic, quoi. Il pourra vous en parler, parce que ça, il y a une histoire aussi autour de ça, je crois. Et, euh, et voilà, donc un jour il a dit, bon bah d'accord, j'écris le livre. Et puis il m'avait donné des dates,
en mon fort intérieur, je savais que c'était un homme très occupé. Je me disais, c'est pas possible, il tiendra pas ses dates. Et si, il les a tenues. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable, qui a une puissance de travail phénoménale. Et il a écrit son livre très très rapidement, avec une grande facilité, mais ça m'étonne pas parce que c'est quelqu'un Et d'exceptionnel. puis il parle de son vécu, hein, d'un autre côté, hein. Donc parler de sa propre expérience, c'est plus facile. Il ne s'agit pas d'un roman, il ne s'agit pas d'imaginer les choses. Et puis de voir la richesse de ce livre qui fait quasi 400 pages. C'est pas un petit livre, hein, non plus, hein. Il y a beaucoup de données, des exercices qui sont proposés pour ce qui est des sorties de corps, et puis de l'explication de la vision du monde qu'il en a suite à ses expériences. Donc c'est très riche. Il l'a fait sous une forme très très pédagogique, en simplifiant le langage et en utilisant un langage très direct. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, déjà. Moi, je vois beaucoup de manuscrits passer, et c'est rare. C'est vraiment un don. Euh, En plus de ça, Marc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il sait garder une grande humilité dans son discours et dans sa façon d'être, malgré toute la richesse de son vécu. Eh bien, c'est comme ça qu'on introduit notre invité. Voici un témoignage, le récit d'un parcours personnel qui conduit à comprendre les choses les plus importantes qui soient, des choses que tout le monde pourrait savoir, pour ne plus vivre dans l'ignorance. Vous avez les moyens de vérifier certaines de ces choses par vous-même. Aujourd'hui, c'est possible, quelque chose a changé. Si vous ne pouviez pas avoir accès directement à ces connaissances, si vous ne pouviez pas les vivre vous-même, alors quelle valeur ces quelques pages auraient-elles ? Un livre de plus parmi des millions d'autres ? Un livre récréatif ? Peut-être, mais inutile certainement. Ceci s'adresse exclusivement à celles et ceux qui savent qu'il y a d'autres réalités que celles qui nous sont suggérées par notre culture, notre environnement et l'opinion du plus grand nombre. Il a été conçu pour vous. Il ne s'adresse qu'à vous. Ceux qui voient ces sujets en termes de croyances, entre guillemets, ne sont pas concernés par cet ouvrage. Leur point de vue est absolument respectable, mais ceci n'est tout simplement pas pour eux. Il y a des millions de livres qui les satisferont mieux. Vous perdriez votre temps à leur mettre ces quelques chapitres entre les mains. Ne cherchez pas à les convaincre. C'est une démarche du domaine exclusif de la croyance, et c'est exactement de quoi nous n'allons pas parler. Marc Auburn, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir, Marc, dans le cadre de cette émission. Merci Laurent. 0,001%, l'expérience de la réalité. Est-ce que, comme l'a dit Christelle, le titre a été choisi tous les deux, je dirais ? Non, pas du tout. J'ai choisi ce titre en faisant référence justement à la cible, si on parle un peu en termes de marketing, et aux gens auxquels je souhaitais m'adresser à la base. J'avais pas du tout envie de faire du prosélytisme. Par nature, c'est pas ce qui m'intéresse. C'était plutôt le fait de m'adresser aux gens qui ont déjà des expériences confirmées dans un domaine ou dans un autre, et de les aider éventuellement à comprendre un peu mieux le cadre général dans lequel peuvent s'inscrire leurs expériences personnelles. Donc j'ai estimé à la hache, bon c'est vraiment très approximatif, que un faible pourcentage de la population était concernée par cet ouvrage, et d'où le titre un peu cavalier, j'entends, voilà, 0,001%, c'est une personne sur 100 000, donc ça fait pas grand monde. Mon éditeur a un peu sursauté quand je lui ai proposé ce titre en disant, bah écoute, on va pas vendre beaucoup de bouquins, ça fait une soixantaine de personnes maximum en France, bon, voilà. Mais j'avais le sentiment de m'adresser à une toute petite minorité. Alors des expériences de sortie de corps, expériences de conscience, de visite de mondes parallèles ou de mondes Oui. qui sont déjà là, différents plans d'existence, différentes appréhensions de ce qu'est la conscience, de ce que nous sommes. Et c'est d'ailleurs ce que tu commences à aborder directement dans ce livre, comme les premiers chapitres. En même temps, d'avoir à mettre sur papier, je dirais, ton parcours, puisque Christelle t'a invité à le faire. Dans quelle mesure est-ce que cela t'a été facile, compliqué ? Est-ce que ça a été, je dirais, un désir, même si tu étais réfractaire de prime abord, de vouloir faire part de ces expériences ? Parce que pour écrire un livre de 400 pages avec toutes ces expériences, fallait peut-être trouver une trame pour trouver comment tu allais aborder tous ces sujets qui finalement sont tous reliés, malgré le fait qu'on pourrait quelque part, les différencier et les mettre dans différentes cases. Alors, pour écrire le livre en lui-même, c'était assez facile, il suffisait de raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Donc,
C'est pas un roman du tout, rien n'est inventé. J'ai changé quelques noms de personnes je pensais que ces personnes-là ne devaient pas être citées nommément, donc j'ai changé certains noms ou prénoms. Pour certaines autres personnes à qui j'ai fait part de mon projet d'écrire ce livre, elles ont tenu à figurer nommément dans le livre, comme par exemple mes amis canadiens. Donc écrire ce livre était facile, il suffisait de raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Mais effectivement, pour le côté décision, ça a été assez long. En fait, pendant des années, certains membres de ma famille m'incitaient éventuellement à écrire. Et si j'ose aborder ces questions-là aussi, c'est certaines entités rencontrées dans ces mondes supérieurs m'incitaient à écrire. À chaque fois, je leur répondais que j'avais pas grand-chose à raconter. Je me sentais pas très qualifié pour raconter ces histoires-là, qui me semblaient globalement assez banales, même si la plupart des gens n'en sont pas conscientes. Et donc j'ai été pendant des années, malgré ces invitations à écrire, assez peu disposé à écrire. J'ai rencontré Christelle et en fait on a abordé ces sujets librement et lui m'a fait vraiment du rentre-dedans en fait. Et il m'a demandé dans un premier temps d'écrire un chapitre pour voir. Alors ça m'a donné l'occasion d'écrire le premier chapitre que j'ai dans un premier temps appelé Réminiscence, où je raconte comment les souvenirs d'une vie antérieure à Corinthe, il y a 25 siècles, se sont actualisés dans mon esprit, et en détail. Et je me suis rendu compte que c'était positif, en tout cas pour moi, et Christelle s'est montrée très enthousiaste devant ces récits, et m'a encouragé à en écrire un autre, et puis un autre, et puis un autre. Donc j'ai accepté effectivement d'écrire ce livre, mais en voulant préserver ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et donc j'ai pris un pseudo, et voilà, donc j'ai fini par écrire ce livre généralement entre 22 heures le soir et 2 heures du matin, parce que je suis pas mal pris par ailleurs. Voilà. Alors la plupart des personnes qui font part de ce genre d'expérience sont dans leur vie professionnelle justement dans ce domaine-là, qu'ils nomment, qu'ils citent à travers leurs livres. Hein. Toi, c'est pas du tout ton cas. Pas du tout. Alors, pour ceux et celles qui peut-être découvrent en même temps ces sujets, en nous écoutant, on pourrait se dire, bon, ok, le mec il dit raconter, sortir de son corps, voir d'autres dimensions, des êtres et autres. Bon, alors il y a 36 000 ouvrages sur des NDE, où ces sorties astrales se font sporadiquement, à certaines occasions, certaines personnes, à travers des techniques, des pratiques qui y arrivent, mais c'est pas forcément évident. Bref, comme tu le dis, 0,001% de la population, chiffre, même s'il est totalement arbitraire, reflète une certaine forme de réalité, de peu de personnes qui arrivent à ce genre de choses. Et te concernant, eh bien, pas d'apprentissage. Ça s'est fait, ou ça s'est toujours fait, tu vas nous le dire durant cette émission, et pas vraiment de pratique ou de technique, finalement, quoique, et en même temps, de ton travail, de ce que tu fais, sans rentrer dans les détails, pour montrer en même temps qu'on peut vivre ce genre d'expérience sans les avoir cherchées, sans les avoir quémandées, sans avoir lu quoi que ce soit sur le sujet, et puis avoir les pieds, je dirais, bien ancrés sur terre. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta vie professionnelle pour les auditeurs ? Alors oui, ce que j'en raconte dans le livre, sans rentrer dans les détails, pendant pas mal d'années, j'ai été cadre sup et cadre dirigeant dans des grosses boîtes anglo-saxonnes. Et depuis 10 à 15 années, je suis volontairement un peu flou, je suis chef d'entreprise, j'ai créé mon entreprise, mes entreprises, et donc je gère du business, du personnel, etc. Voilà. Donc je voulais vraiment cloisonner les choses et et ne pas mélanger effectivement ces expériences-là. Même quand j'étais salarié cadre sup, il y avait très peu de gens qui étaient au courant. Ça n'aurait pas vraiment favorisé mon évolution de carrière, vous imaginez un peu. Et j'avais pris l'habitude de considérer que c'était quelque chose de très personnel, et puis que si les gens avaient choisi d'ignorer ce genre de phénomène, c'était leur affaire, et c'était pas le mien que de leur expliquer que c'était réel. Alors c'est ça qui est peut-être paradoxal, c'est-à-dire que tu titres le livre 0,001%, donc on peut dire peut-être 60 personnes en France qui auraient ces facultés-là, et en même temps tu estimes que tu n'étais pas la personne la plus qualifiée pour en parler. Alors si à travers ces quelques pourcentages de personnes, il n'y a personne qui est vraiment qualifié, qui l'est, si en même temps toi tu décides d'en faire part, est-ce que tu vois le paradoxe ? Oui, bien sûr, mais je reste dans l'idée, quoi qu'on en dise, que
il n'y a pas de don à proprement parler, on le disait tout à l'heure entre nous, Laurent. Toutes ces facultés sont des dispositions naturelles d'être évoluées, plus ou moins, bon, bah, peu importe. Et il n'y a pas de don à proprement parler de choses qui sont inaccessibles, accessibles à certains, inaccessibles à d'autres. Donc fondamentalement, et on l'observe quand on fait sortir du corps, les gens sortent de leur corps la nuit, à un moment ou à un autre, ils s'éloignent plus ou moins de leur corps physique, mais de toute façon, la différence, c'est l'état de conscience dans lequel ils se trouvent. Et fondamentalement, quand ils vont quitter définitivement leur corps physique, ils vont se trouver ce qu'on appelle mort, c'est-à-dire existant sur un autre plan d'existence. Et à ce niveau-là, ils vont se souvenir de qui ils sont et de ce qu'ils font ici ou ailleurs. Et voilà, les choses se rétablissent assez naturellement. Et on voit à ce moment-là l'ensemble de l'incarnation physique comme étant un court moment d'inattention, de sommeil, euh, d'expérience de limitation un peu transitoire, mais très brève. Et le reste redevient normal tout de suite après. Il y a aussi un autre angle de vue qui pour toi forcément n'est pas la majorité, c'est de se dire, d'un regard extérieur, tiens, le mec il vit des expériences comme ça, mais si jamais demain je devais vivre ce genre de choses, mais putain, j'irais le clamer sur les toits. Je dirais, mais voilà, il existe d'autres mondes. Pas besoin de faire des NDE ou d'être au bord de la mort pour vivre ce genre d'expérience. Pas besoin d'avoir un accident ou de sortir du coma. On aurait envie d'en parler à tout le monde. Quand on voit le monde dans lequel on vit et la manière dont il fonctionne, on pourrait se dire, mais bon sang, c'est tellement énorme. Autant peut-être, j'allais dire, prophétiser la bonne parole. Oui, alors bon, ça dépend de son caractère, hein. Moi, j'ai un exemple précis et très récent à raconter. C'est un de mes amis avec qui j'étais hier, qui a vécu sa première expérience hors du corps il y a quelque temps et qui a envie d'en parler. Alors, j'étais avec lui hier et donc il m'expliquait qu'effectivement, quoi que soient antérieurement ses croyances, là, il est dans le domaine de l'expérience, il comprend, il m'explique que les choses sont en train de changer fondamentalement dans sa vision du monde. C'est bien normal. Et il aurait envie d'en parler. Alors je lui ai dit, écoute, réfléchis bien à ce que tu vas faire parce que ce que tu es devenu est différent de ce que tu étais auparavant et les gens n'ont pas changé autour de toi. Donc fais attention, ils ne vont pas comprendre. Alors choisis les gens à qui tu peux en parler. Intuitivement, tu vas être attiré vers les gens qui peuvent entendre, mais ne distribue pas cette expérience, à mon sens, hein, je te conseille, maintenant tu fais ce que tu veux, largement autour de toi parce que tu vas avoir affaire à des gens qui vont te prendre pour un débile. Voilà. Donc moi, naturellement, j'étais toujours été très réservé par rapport à tout ça. J'étais pas très envieux d'expliquer au monde entier qu'il y avait une bonne nouvelle. Je sais que tôt ou tard, ils vont découvrir le poteau rose puisqu'ils vont mourir. Donc de toute façon, ça se termine bien. Voilà. Après ça, comment dire, oui, il y a des gens qui vont pas forcément comprendre ce qu'on va leur expliquer. Il y a des gens qui vont comprendre parce qu'ils sont sur le point d'accéder à ces réalités-là. Et je reviens sur le thème du livre. Je me suis dit que c'est ces gens-là qui m'intéressent, c'est ces gens-là que je peux aider éventuellement, parce qu'ils sont sur le point de basculer, ou alors ils ont déjà basculé, et ils ont besoin d'avoir une image plus complète. Donc voilà. Alors un autre angle de vue par rapport à ces expériences quand on est enfant, si pour toi ça a été naturel, et c'est le cas, on va rentrer dans le détail plus tard, c'est de se dire, bah, si je le vis, c'est que tout le monde le vit. Et on comprend assez vite que c'est pas le cas, puisque si on aborde ces sujets d'une manière ou d'une autre, on voit une espèce de blocage dans son entourage. Quand on est enfant, et ça, je pense que ça arrive à pas mal d'enfants, moi, je vivais ces expériences dès mon plus jeune âge. Je voyais le plafond m'arriver en pleine figure, bon, par exemple, après je me promenais sur les toits ou dans la ville. Mais on prend conscience assez vite quand on est enfant qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est que personne n'en parle. Et notre notion du réel d'un point de vue social est basée quand même sur l'échange avec la société qui nous entoure, nos parents, nos amis, etc. Personne ne parle de ça. Donc on se pose la question de savoir si on doit en parler. Donc il y a une espèce de tabou implicite qui s'établit, et l'enfant, c'est d'instinct qu'il ne peut pas parler de ces choses-là. Et s'il essaye de le faire, et que sa mère lui dit, écoute, arrête de raconter des bêtises, ou t'as vu ça à la télé, etc., il y a une censure immédiate. Ça, c'est ce que j'appelle la pression culturelle. Moi, je pense que bon nombre d'enfants vivent ce genre d'expérience parce qu'encore une fois, c'est naturel. C'est quelque chose de réel, j'insiste bien là-dessus. Ce ne sont pas des fantasmes, c'est pas bon, une espèce de rêve, etc. Non, c'est quelque chose de réel. Les enfants vivent ce type d'expérience et se censurent assez vite. Et après, il y a quelque chose de particulier à l'esprit humain, enfin, l'humain qui vit ici, sur cette planète,
c'est qu'il a tendance à oublier les choses assez facilement, une espèce d'amnésie. Et les psychologues savent que, en général, une personne de 20 ou 30 ans se souvient mal ou pas du tout de sa toute petite enfance. Donc on a une disposition naturelle, en tendance lourde, à oublier ce qui s'est passé tôt dans la vie, voire même plus tard. Voilà. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a permis de comprendre que tu ne pouvais pas en parler aux adultes? Quels ont été les signes? Le fait qu'ils n'en parlent pas du tout. Bon, donc autocensure, moi à cette époque-là, je n'avais pas un caractère à... T'avais quel âge? L'épreuve, enfin, ça s'est toujours passé. Oui, non, mais au moment où tu as constaté que les adultes n'en parlaient pas, que ça faisait pas partie de leur univers. Ça a toujours été le cas. Toujours. Personne n'en parlait. D'accord. Personne ne parlait de ça. Donc on n'en parle pas non plus. Et on se pose même des questions quand on est enfant comme ça, que ces choses-là arrivent. Moi, j'avais vraiment, à cette époque-là, une réflexion secrète sur ce que je devais faire la nuit, sur l'aspiration que j'avais à renouveler ce genre de voyage. Une envie absolument folle de que ça arrive toutes les nuits. Mais j'en parlais à personne, ni à ma mère, ni à mon père, ni à qui que ce soit. Je parle d'autocensure, mais ça fonctionne vraiment bien. Je pense que dans toute société, il y a une forme d'autocensure due au fait qu'il n'y a pas de retour de la société sur ce qu'on pourrait exprimer. Alors, un autre angle de vue aussi, lorsqu'on peut, en tant qu'enfant, aborder ces sujets ou ces domaines-là, vivre ces expériences-là surtout, et je sais que c'est pu arriver à certains, et ils n'ont qu'une envie, c'est de dire, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre? Je n'ai qu'une envie, c'est de rester dans ces mondes, dans ces univers. C'est tout à fait vrai. Et puis, ce qui donne, généralement, on parle de généralité, des êtres humains qui sont pas ancrés, qui se laissent aller par rapport à leur corps physique, pas vraiment de profession, on va dire, stable et reconnue dans la société, donc des marginaux. Or, toi, ce qui est étonnant, c'est que non seulement tu vis ces expériences-là, mais t'as pas un rejet de cette vie physique. Non, non. Mais malgré tout, j'ai vécu, on va dire à l'adolescence, j'ai vécu ce sentiment-là. Bon, c'est un peu particulier de dire ça, mais j'avais hâte que cette histoire se termine, puisque j'avais des références différentes du monde physique. Et c'est dans ces références-là, j'étais beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux. Je circulais, bon, quand on se met à voler au-dessus des océans, etc., c'est quand même des trucs assez sympathiques. D'être emprisonné dans un corps de chair et de ne pas pouvoir décoller du sol, rien que ça m'ennuyait profondément. Donc effectivement, j'ai passé quelques années dans lesquelles j'étais peu ancré, c'est pour reprendre ta terminologie. Et ça allait jusqu'au point où je me disais, bon, je traversais la route de temps en temps sans regarder, sans vouloir me suicider, mais bon, s'il y a une voiture qui me passe dessus, c'est pas très grave, de toute façon, je serai libéré plus vite. Donc on se rend compte avec un peu plus de maturité que c'est pas le plan qu'on s'est donné au départ, donc il faut peut-être raison garder et assumer ce pourquoi on est venu, parce que on est venu de manière intentionnelle pour réaliser quelque chose ou pour apprendre quelque chose. Alors voilà, tu nous livres déjà le fait que toi-même, apparemment, tu as eu conscience très tôt de ce pourquoi tu es venu. Oui, alors on voit se dessiner petit à petit. Là aussi, il y a un espèce de phénomène d'amnésie. Je le raconte de manière partielle dans le livre. Quand par exemple je rencontre celle qui va être ma fille que j'ai adoptée, à qui j'ai donné le pseudo de Coralie dans le livre, tout ça, ça s'est passé exactement, encore une fois, comme c'est raconté dans le livre. Et très exactement comme ça. Donc je prends conscience que cette personne-là, je la rencontre dans le monde astral et qu'elle me dit 3 nuits de suite, tu vas être mon père dans cette vie. Il a fallu ces 3 nuits successives dans lesquelles je rencontre cet enfant pour prendre conscience qu'il se passe quelque chose de vraiment particulier. Et ça s'est passé comme ça, effectivement. Aussi improbable que ça puisse paraître sur le moment, ça s'est vraiment passé comme ça, effectivement. Je suis devenu son père par adoption plénière. Et l'histoire complète est racontée dans ce chapitre-là. Euh, bon, On reviendra par la suite. On reviendra par la suite. Il y a ouais. des choses qui sont un peu difficiles à raconter aussi pour moi parce que bon, ben voilà. Néanmoins, je l'ai raconté avec sincérité, en m'attachant quelquefois aux détails, mais en racontant de manière journalistique, un peu froide, peut-être comment les choses se sont précisément passées.
Comment alors expliques-tu que pour toi, tu n'as pas eu un rejet de ce monde-là, sans compter, parce qu'on peut se dire, oui, être enfermé dans ce corps mince, étriqué, où nos perceptions, notre sensibilité est tout autre, et en même temps, c'est pas tant cela, c'est aussi de voir le monde dans lequel on vit, de ce qu'est l'espèce humaine, l'être humain, de la manière dont il peut se faire la guerre, la misère, la pauvreté, Oui. etc. Ce qui aurait tendance, encore une fois, généralité, à inviter ceux et celles qui ont fait une fois ce genre d'expérience à vouloir partir d'autant plus vite. On a tendance à penser ça, effectivement, et globalement, oui, c'est ce qu'on pense. Quand on prend conscience de sa nature spirituelle et quand on prend conscience qu'on n'a pas toujours été un être humain terrestre, on a tendance à se dire, bon, je reste ici le moins longtemps possible. Si j'ai un certain boulot à faire, je le fais le plus vite possible et après, je rentre à la maison. Et, euh, et les gens que j'ai pu rencontrer, que je peux assimiler à ma famille, on a tous eu le même réflexe. On a tous eu le même mode de pensée. On se reconnaît à ce genre de choses. Voilà. Et puis en même temps, on développe une réflexion parce que bon, souvent on se pose beaucoup de questions. Souvent, quand on a ce type d'expérience, en fait, on répond à 3 questions et il y en a 30 000 nouvelles qui apparaissent. C'est un peu ce qui est le piège. C'est bon, voilà, on croit qu'on va simplifier les choses. Non, pas du tout. On a simplifié ça. Bon, c'est bien. Puis alors, d'un seul coup, l'horizon s'ouvre dans toutes les directions. Et ce qui se passe, c'est que on prend conscience de certaines réalités, qu'on n'est pas si extérieur que ça à ce qui se passe sur cette planète. On est imbriqué là-dedans. On participe à ce qui s'y passe. On est responsable aussi de ce qui s'y passe, au même titre que tous les autres, et qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie au sens où on peut l'imaginer, on peut s'imaginer gourou et se placer au-dessus de tout ça. Non, moi je crois que je relisais un ouvrage de Khalil Gibran récemment, qui s'appelle, je crois, Le Prophète, dans lequel il expliquait qu'en fait, je traduis, que toute part de choses négatives qu'on peut observer autour de nous existe aussi en nous. Et on est co-responsable de tout ce qui se passe dans la création et en particulier de ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant de cette espèce d'effet miroir. On prend conscience de ça, on se dit bon, ben, c'est pas par hasard que je suis là. Cette négativité, c'est d'abord une vue de l'esprit. Ensuite, si je la vois autour de moi, c'est aussi que je l'ai en moi. Donc je peux me considérer comme étant extérieur d'un certain point de vue. Tout est affaire de point de vue, hein. Mais d'un autre côté, je suis bel et bien là et je participe d'une manière ou d'une autre à la négativité ou à la dualité, comme tu disais tout à l'heure aussi. Donc c'est bien de dire bon, moi je m'en vais d'ici parce qu'ils sont pas comme, je suis pas comme eux, ils sont pas bien, etc. Non, on est exactement comme les gens qui sont là. Ils sont de manière transitoire peut-être un petit peu moins au courant de ce qui se passe, mais c'est pas le plus important. Alors comment, si tu as une explication à donner, pourquoi est-ce que tu as eu très tôt cette réminiscence, voire qui n'est jamais, qui ne t'a jamais quitté, puisque tu fais part de ta mère qui était sur le point d'accoucher, et tu étais avec des amis de l'autre côté, hein, toi-même de l'autre côté, en disant bon les gars, j'ai du travail, là je vous laisse, je dois y aller, C'est ça. pour m'incarner. Ouais. Euh, Moi, je pense, alors je ne suis pas absolument certain, mais l'idée que j'en ai aujourd'hui, c'est que on vit des expériences par cycle, qu'on a choisi ce cycle-là dans ce monde-ci, qui est le monde terrestre, physique, et il y en a de nombreux autres, et que dans ce cycle-là, qui dure plus ou moins longtemps, il y a un cycle à l'intérieur du cycle, c'est-à-dire que on commence par complètement oublier qui on est, mais au fur et à mesure des incarnations successives sur le plan terrestre, si on voit les choses en termes de séquence temporelle, on finit progressivement par comprendre ce qu'on fait ici, qui on est et ce qui se passe. Et au terme du cycle, on sort de cette existence-là, de cette école-là, pour passer à autre chose. Donc je crois que moi j'ai le sentiment que ça se passe comme ça, globalement, généralement, il y a certainement des exceptions, mais que c'est l'évolution naturelle des choses, que de se souvenir de qui on est, de se souvenir de ses vies passées, en disant mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, mais voilà, je suis là pour ça, et puis je suis ça, et puis je vais devenir ça. Voilà. C'est rien qu'une chose naturelle. Et dans ce cycle-là, eh ben, il y en a d'autres comme moi, et il y en a d'autres qui sont au début du processus. Et dans ce début de processus, ils sont complètement dans l'amnésie, mais ça ne durera pas toujours. Dans 10, 20 ou 30 000 ans, ben, ils en sortiront comme tout le monde. En même temps, comment fait-on pour vivre sur ce plan en ayant la vision, on va dire, holistique que tu as, sachant que vous êtes très peu nombreux comme toi, pour continuer
j'allais dire, à côtoyer les autres êtres humains, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre professionnel. Est-ce que ça ne fait pas, quelque part, ou peut-être que ça a été le cas, de ces personnes qui ont ces facultés-là, des personnes qui sont, j'allais dire, en retrait, qui sont discrètes, qui ne sont pas forcément très communicatives? Ça peut être le cas, oui. Mais pas nécessairement, bien Mais évidemment. pas nécessairement, effectivement, il y a des personnalités multiples et on aborde toutes ces questions d'une manière différente. Effectivement, je le vois dans les gens à qui je corresponds par le site internet que j'ai ouvert. Oui, d'ailleurs, on peut le donner, hein, marc-auburn.com, Auburn, je l'appelle, A-U-B-U-R-N, marc-la touche 6 du clavier, auburn.com. Certaines personnes sont extrêmement discrètes et me parlent de leurs expériences ou de leurs difficultés dans ces expériences. Et effectivement, certaines ne donnent même pas leur prénom, je ne sais même pas s'il s'agit d'homme ou de femme, peu importe. On échange, parce qu'il s'agit d'échanges, encore une fois. J'ai beaucoup de mal avec la position du gourou, j'en parle dans le livre et je donne des exemples qui sont, bon, les gens se reconnaîtront. J'ai une espèce de répulsion viscérale à cette attitude qui consiste à dire je comprends tout, je suis à part, etc. On est vraiment dans une condition où sur cette terre, on est tous un petit peu dans le même bateau. La hiérarchie entre les êtres, elle est très relative par rapport au lieu où on a vécu, l'éducation qu'on a reçue. Avec plus ou moins de bonheur, on a eu accès à ce qu'on peut appeler la vérité ou la connaissance. Et bon, c'est pas la roulette, hein, mais bon, on peut relativiser cette position hiérarchique théorique dans les êtres humains en se disant, bon, si j'étais né en Afrique et mort de faim dès l'âge de 1 ou 2 ans, peut-être que je ne serais pas en train d'écrire un bouquin. Voilà. Donc, la hiérarchie telle qu'on l'imagine, elle est, à mon sens, très relative. On voit les choses assez facilement de manière différente quand on vit ces expériences hors du corps et qu'on passe sur des plans légèrement supérieurs. D'un seul coup, ce que tu appelles la dualité, c'est-à-dire diviser le monde en bon, mauvais, bien, mal, ça a tendance à s'effacer parce qu'on a une vision globale dans laquelle on voit que tout ça, c'est en gros la même chose. Alors tu abordes le livre, dès le début, hein, c'est page 11, sur justement le monde dans lequel on vit. Alors quel est ce qui pour nous tous, quel est ce monde où il y a autant de souffrances, je l'entends dire, je le vois noter, lire, écrire, des films sont faits dessus, des drames, mais aussi de la joie, du ridicule, de l'ironie, il y a de tout. Et tu nous dis que ce monde est une illusion. Et tu nous expliques via 2 items pourquoi. Oui, alors, effectivement, je commence le livre par cela, en disant que objectivement, ce monde n'est pas un monde agréable. Les êtres humains ont tendance à s'entretuer les uns les autres. Pas depuis un siècle, mais depuis toujours. Et plus les moyens sont importants, plus les massacres sont importants. Et maintenant, on a la bombe atomique, donc on ne se gêne pas. On a des moyens technologiques pour anéantir beaucoup de gens. On vend des kalachnikovs dans le monde entier, ça permet de tuer les gens plus facilement. Bon voilà, on a une espèce de talent naturel pour s'entretuer, se faire du mal. Bon, ça c'est quelque chose d'objectif. Il suffit de regarder l'histoire présente et passée pour voir que c'est bien réel. Après, quand on a un petit peu de lucidité, j'allais dire politique ou économique, on voit que les choses sont pas forcément comme on les raconte à la télévision, à la radio ou ailleurs. Enfin, je parle pas de cette radio-ci, bien sûr. Mais bon, les gens sont assez facilement manipulés et manipulables, parce qu'ils le souhaitent aussi. Donc j'essaie d'aborder rapidement ce monde-ci, mais je suggère en même temps que, et j'en débat quelquefois avec certains de mes lecteurs, que c'est pas forcément la règle universelle. C'est pas parce que ça se passe comme ça ici que ça se passe dans le cosmos entier de cette manière-là. Alors, d'autres avec moi abordent ces questions-là. Il existe des mondes qui sont régis différemment, parce qu'on peut penser par exemple que la prédation est quelque chose de naturel et d'universel. Et il existe aussi des mondes sans prédateurs. On n'a pas cet exemple-ci ici sur cette planète, parce qu'on a un cycle de vie qui est constitué d'une certaine façon, mais il y a des mondes qui n'ont pas de prédateurs. Voilà. Il y a également des mondes qui ne sont pas forcément sur le plan physique, où il n'y a pas de souffrance du tout. J'en ai vu certains, j'en ai visité. À mon grand étonnement, j'ai vu d'autres façons de vivre, où la souffrance, le travail n'existe pas. Alors bon, c'est particulier. Il y a une telle multiplicité, une telle infinité de possibilités que on comprend assez vite que bon, ces règles-ci qui semblent être
commun à tout ce qui existe. Non, c'est vraiment des règles relatives dans cet espace-ci à ce moment-là. Mais malgré tout, il faut bien prendre conscience de où on se trouve et quelles sont les conditions dans lesquelles on se trouve. On se trouve dans des conditions difficiles, dans lesquelles il y a beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'amnésie. Et je commence par dépeindre ce monde-là en disant ne vous faites pas d'illusions. Pratiquement tout ce qui se trouve dans ce monde-là, ça fonctionne comme ça. Et j'aborde un sujet qui gêne quelquefois certains lecteurs. Les religions font partie du système. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que tu nous expliques sur ce que nous sommes déjà en tant qu'êtres humains. Et tu abordes justement le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels au sein d'univers multidimensionnels. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Alors, C'est des c'est mots... l'item numéro un, Ouais, ce que j'appelle l'item numéro un, parce que si cet item-là n'était pas réel, tout ce qu'on se raconte ici, ce serait des pures rêveries, et bon, ça servira à rien du tout, ça serait vraiment très récréatif, ce serait des belles histoires. Il se trouve que c'est absolument réel, qu'on est véritablement des créatures qui existons de manière permanente, même après notre mort, qu'il existe d'autres dimensions dans lesquelles on a existé avant et on va exister après, que même durant la nuit, on est capable de franchir des portes dimensionnelles, ce qu'on appelle les dimensions, ce qui n'explique pas ce qui se passe. C'est pas parce qu'on utilise ce mot-là que les gens vont comprendre de quoi il est question. Encore une fois, il faut vivre l'expérience pour comprendre. Et j'en discutais avec mon ami que j'évoquais hier, qui me disait avant, je savais vaguement de quoi il était question. Maintenant, j'ai vécu la première expérience hors du corps. Je sais de quoi il est question. Maintenant, je le sais. Je l'ai vécu, j'ai fait une balade de 3, 4 minutes, 10 minutes, peu importe, et je suis allé à tel endroit, etc. Les impressions que j'ai, c'est vraiment pas ce que j'imaginais. Voilà, j'ai compris, voilà, j'ai touché, j'ai vu, j'ai senti, j'ai compris. Voilà. Donc les mots dépeignent très très mal les réalités. Il faut vivre les expériences et j'attache du prix à l'expérience personnelle. C'est pour ça que le titre du livre, c'est l'expérience de la réalité. On vit cette expérience et ça devient réel. Si on ne vit pas l'expérience, on spécule avec des concepts mentaux, intellectuels. Ça n'est pas réel, ça n'est pas incarné, ça n'est pas réel du tout. Voilà, il faut vivre l'expérience. Et j'insiste encore une fois sur le fait que les gens vérifient eux-mêmes s'ils le peuvent, s'ils le veulent, s'ils en ont l'intention, ce qui est écrit dans ce bouquin. en même temps, l'ayant vécu, toi, depuis toujours, ayant le souvenir de ce genre d'expérience, on peut aussi comprendre que certains, soit, comme souvent, certains partent dans des excès de drogue, ou de voyage, de partir comme ça. Le désir de quitter, entre guillemets, cette sphère incarnée encore une fois. Donc, dans quelle mesure, je dirais, ou les précautions d'usage, avant même de peut-être, parce que tu donnes des exercices pratiques. Très peu, en fait, très peu pour l'instant. Mais on m'en demande beaucoup sur le site, mais je donne très peu d'exercices. On fait le reproche souvent, parce que le but du livre c'était pas de décrire les exercices qui me sont très personnels moi. Mais tu abordes un sujet qui est intéressant, c'est effectivement certains ont envie de s'évader, je comprends tout à fait. Le monde est insupportable, donc on va essayer de l'oublier une fois de plus. On est dans un phénomène d'amnésie et oublier et fuir. Ça peut être effectivement toutes les formes d'addiction à l'alcool, à la drogue. Et on peut objectivement se poser la question si par rapport à une espèce d'éthique ou une espèce de loi cosmique, c'est pas finalement aussi bien ou pas mal. Mais il se trouve que moi j'ai vu très directement à quel point ça posait des problèmes à ceux qui utilisaient ces techniques-là. Donc, sans rentrer dans les détails, je dis dans le livre, franchement, si vous vous droguez, arrêtez. Et si vous avez l'intention de vous droguer, ne le faites pas. Tu parles de festif, de celles qui servent à fuir. Je parle de celles qui sont des drogues plus ou moins lourdes, mais qui ont des inconvénients qui vont bien au-delà de la mort du corps physique. Alors je peux vous dire que c'est pas drôle du tout. Alors que normalement la récréation, plutôt la récréation, l'école est finie, vous continuez à rester ici sur le plan physique avec beaucoup de souffrance et ça peut durer fichtrement longtemps. Ça pose énormément de problèmes. Donc de la souffrance, des problèmes, des addictions qui se perpétuent au-delà de la mort physique, ça vaut vraiment pas le coup. Est-ce que tu peux nous donner, justement pour ceux qui nous écoutent et qui auraient tendance à être dans cette optique, en tout cas de toi, de ce que tu en as pu expérimenter, dans quelle mesure est-ce que ça peut être justement un poids plutôt que... Alors, moi je n'ai jamais pris, en tout cas dans cette existence-là, la moindre drogue, premier point. Mais par contre, je connais des cas, par pudeur, je ne sais pas si je peux parler de ces cas précis, mais d'une personne par exemple qui s'est suicidée il y a pas mal d'années, qui était quelqu'un de ma famille, en quelque sorte, et qui est resté scotché à son environnement pendant 20 ans. D'accord ?
L'usage de drogue dure, combiné à des problèmes particuliers, psychologiques, etc., a fait que cette personne a continué à souffrir dans un monde très proche du monde physique pendant encore 20 ans. Ça, si on n'utilise pas de drogue, normalement, ça ne dure pas aussi longtemps. Il peut y avoir tous les cas de figure, mais l'utilisation des drogues, et plus les drogues sont dures, plus elles sont addictantes, plus elles sont fortes, plus on a tendance à dénaturer ce qu'on est mentalement, et plus on a tendance, quand on est hors de son corps physique, soit à rester très près du plan physique, soit à descendre dans les étages inférieurs. Alors là, je rentre dans un sujet assez particulier, dans la mesure où on parlait de non-dualité, mais je le dis dans le livre, parce que j'ai visité ces endroits-là, les mondes inférieurs, c'est absolument réel. Ce sont simplement des mondes qui vibrent un peu moins fort, un peu moins vite que le monde physique, donc on peut monter effectivement, et comme on sait qu'on monte, on le sent, on se sent plus vivant, plus joyeux, et puis il y a beaucoup plus de lumière. Mais l'inverse est aussi vrai, on peut descendre les niveaux vibratoires, et à mon grand étonnement, je l'ai vécu assez tôt, et je me suis laissé faire parce que c'était une expérience, et puis je ne pensais pas qu'il pouvait m'arriver quoi que ce soit. Je suis descendu en vibration, où c'est probablement la partie supérieure de moi qui m'a amené dans cette expérience, c'est plutôt ça je pense. Et eh bien, les gens qui utilisent des drogues dans leur vie ou qui ont des vies moralement condamnables, fortement moralement condamnables, je parle plutôt d'une morale universelle, une éthique universelle. Les règles des hommes ne sont pas toujours les règles cosmiques. Bon, ils ont tendance à synchroniser parce qu'on parle, dans ma terminologie, on parle surtout de synchronisation. Suivant la règle assez simple qui consiste à dire mon état de conscience détermine l'endroit où je me trouve, et ben, ils vont synchroniser dans des mondes inférieurs. Et bon, ça c'est les fameux enfers des religions monothéistes, et ce ne sont pas des légendes, ça existe réellement, simplement on n'y reste jamais pour l'éternité, ça c'est une fumisterie. D'ailleurs, alors ce qui est intéressant, puisqu'on parle de différents plans, tu nous dis que justement dans ce que l'on pourrait qualifier de base astrale, donc la vibration de ces mondes est très très lente, notamment donc la notion du temps oui, est lente. Le temps s'écoule différemment, et là aussi c'est là où le livre rentre peut-être un peu trop dans les détails, je ne sais pas. J'ai pu vaguement apprécier, à quelque chose près, l'écoulement du temps. Et je raconte par exemple, s'agissant des mondes inférieurs, j'ai vécu cette nuit-là un voyage qui, sur le plan physique, a duré, je crois, quelque chose comme 13h30, qui est quand même assez long, et qui m'a semblé, moi, durer 1 heure. Parce que j'ai passé une bonne partie de ce voyage dans un monde inférieur dans lequel j'avais un mal extrême à me déplacer. Ce qui est une des caractéristiques de ces états-là aussi. Donc voilà, je livre mes expériences un peu brutes de fonderie. C'était une expérience assez tôt, j'ai eu à l'adolescence, qui m'a bien surprise. Et quand je me suis retrouvé dans mon corps physique, j'ai été merveilleusement, j'étais émerveillé vraiment par la facilité avec laquelle mon corps pouvait bouger par rapport à ce que je vivais alors que j'étais dans mon corps de lumière, dans le monde inférieur. Oui, et puis on voit que dans ce monde-là, tu y as usé de ta volonté pour avancer. C'était quelque chose C'était un effort titanesque. De la glu. Titanesque. Ouais, vraiment, ça a été traumatisant pour moi. Je ne m'attendais pas à ça, et ça a laissé une espèce d'empreinte qui a duré quand même quelques années en disant mais c'est pas possible, hein, j'ai l'impression de faire un marathon. C'était épuisant pour faire 10 mètres, l'équivalent de 10 mètres. Épuisant. Et en dehors de cette constatation du temps qui passe ou de la manière dont on peut se mouvoir qui est très, très lente dans ce bas astral, la manière dont tu peux décrire ce monde-là me paraissait... Alors, je ne sais plus si tu fais la comparaison un peu avec le Moyen-Âge, la lumière est très diffuse. Une lumière terne, de toute façon, c'est un des moyens, je le dis pour ceux qui voyagent hors de leur corps, un des moyens on le comprend tout de suite, hein, un des moyens de mesurer, d'évaluer l'endroit où on se trouve en termes de qualité vibratoire, c'est vraiment l'intensité de la lumière. Voilà. Donc, quand on monte de plus en plus, la lumière devient de plus en plus forte, de plus en plus éclatante. Elle arrive de tous les côtés en même temps, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre non plus. Par contre, quand on descend, la lumière devient de plus en plus terne, elle est beaucoup plus terne que le monde physique, voilà, en dessous des plans physiques. Et le monde que je décrivais, c'était une lumière jaunâtre, brunâtre. Bon, on sentait vraiment pas bien, hein, mais bon, c'était comme ça. Est-ce que tu as pu distinguer des entités qui vivaient sur ce plan-là? Alors, dans ce voyage-ci, non. J'ai vu des espèces de constructions à quelques mètres, et j'ai renoncé à aller à cet endroit-là. Ça faisait penser à des huttes moyenâgeuses, d'où le terme Moyen-Âge, hein, mais bon, Dieu sait ce que c'était. J'ai vu personne lors de ce voyage-là. J'ai eu un mal fou à faire, je sais pas moi, 50 mètres ici, 10 mètres là. Voilà. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'a épaté dans la manière dont tu peux voyager dans ces différents mondes. Et
c'est pas sans danger. Hein. Enfin, en danger, c'est pas C'est pas le bon terme. Voilà. Alors, j'explique pourquoi j'utilise danger. À travers tous ces différents univers que tu traverses, j'ai eu le sentiment qu'il n'y a pas eu chez toi de doute, comme quoi il pourrait arriver quelque chose de grave. Cette foi, parce que pour moi ça touche ce domaine-là ou cette dimension-là, de toujours être en confiance. Oui, oui. Alors, écoute, moi régulièrement j'ai des questions de lecteurs sur le site qui me disent oui, mais on m'a dit que c'était dangereux, que je risquais ceci ou cela, de ne pas retrouver mon corps, que ma corde d'argent se casse ou que mon corps soit possédé. Bon, je vais donner mon avis, il est un peu direct comme ça et c'est mon style, hein. Moi c'est comme ça, hein. On me le reproche quelquefois, mais bon, on a le droit de me reprocher ce qu'on veut. Moi je pense que tout ça, à 99%, c'est une immense foutaise. Bon. Euh, Qu'il y ait une palette d'expériences extrêmement large lors des voyageurs du corps, c'est certain. Mais de là à faire peur aux gens en leur racontant des fadaises, à mon idée, les gens qui énoncent ce genre de choses ne savent pas de quoi ils parlent. Là, encore une fois, je suis un peu direct, hein. Euh, Ce sont des gens qui se posent peut-être en gourou, en donneur de leçons, mais bon, provoquer la peur inutilement, ce sont des méthodes religieuses ou de gourous, ce qui est pour moi la même chose. Donc ça, c'est de la foutaise. Voilà, excuse-moi, je suis un peu direct. Non, il n'y a pas de souci. Donc, En même voilà. temps, en même temps, tu dis ça, mais Après, néanmoins, je décris un certain nombre d'inconvénients, d'ennuis qu'on peut avoir, parce qu'on traverse tous ce genre d'expérience. Il y a ce que j'appelle les emmerdeurs, peut-être je l'appelle comme ça dans le livre, hein, je sais plus. oui, il y a des gens, enfin des entités qui sont des résidents permanents des mondes non physiques, mais bon, il y a de tout là-dedans, c'est très vaste, c'est hyper peuplé, et il y a aussi ces entités qu'on retrouve dans toutes les légendes humaines, là, c'est-à-dire les trolls, les farfadets, etc. Moi j'en ai vu, donc à mon grand étonnement, j'ai vu que c'était fondé, qu'il y avait vraiment ces créatures-là qui existent sur un plan d'existence assez proche d'une autre, mais qui ont une existence parallèle, indépendante de nous. Et il y a des catégories d'entités qui s'amusent vraiment avec nous. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'était pas fondamentalement mal. Ils s'amusent avec nous parce que, bon, ça fait pas certainement partie de choses qui sont pas moralement condamnables de leur point de vue. Et puis, on est crédule. on se prête à ça, donc c'est aussi, ils nous aident aussi à comprendre et à évoluer. Alors, ils ont différentes techniques et tous les voyageurs débutants, même pas débutants, ça m'arrive encore, tombent sur ce genre de problème. On tombe sur différents types de blagues, parce qu'il s'agit de blagues. D'abord, ils cherchent à vous effrayer. Alors ça c'est génial, j'ai un de mes amis adolescent qui a fait plusieurs expériences de sortir du corps, qui est tombé à la troisième sortie ou la deuxième sortie qu'il avait fait au lycée sur un monstre abominable qui était au pied de son lit, qui lui a fait la frayeur de sa vie, il a mis des mois à s'en remettre. Donc ils essaient de vous faire peur. Oui, parce que tu nous dis qu'ils puisent en nous Oui, la peur qui est là, tapis, voilà, ils vont voilà. prendre Donc l'apparence. ils vont chercher l'information dans notre neuropsychisme et puis comme dans le monde astral, on prend l'apparence qu'on veut malgré tout. Voilà, ils prennent l'apparence la plus effrayante possible. Donc ça, c'est le premier truc, c'est la phase la plus facile à passer, je veux dire, parce que bon, ils peuvent pas nous faire de mal. Mais bon, ça peut être impressionnant au départ. Une autre technique, ça consiste à nous enfermer. Alors ça, tous les voyageurs décrivent la même chose, et moi j'ai tombé dans le piège encore il y a quelques jours. Et ils vous enferment dans une prison mentale, mais bien réelle, c'est-à-dire vous êtes enfermé vous voyagez tranquillement, puis d'un seul coup, poum, vous vous retrouvez, je sais pas, dans un boyau, dans une espèce de château où vous ne pouvez pas sortir. Il y a des fenêtres, mais dès que vous vous rapprochez de la fenêtre, elle disparaît. Et ça, c'est une existence objective, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à travers. Et moi, j'ai buté sur le problème pendant des années quand ça m'arrivait, c'est-à-dire de temps en temps. Je me dis, mais comment je fais pour sortir de là? Plus je déployais d'énergie pour lutter contre ça, plus la prison semblait se fortifier. Et j'ai fini par comprendre, bon, parce qu'avec l'expérience, un jour ou l'autre, on finit par piger. Un beau jour, je raconte dans le livre, je me dis, bon, allez, ça m'arrive encore une fois, j'ai compris. Allez, bon, il y a une créature qui joue avec moi, qui m'a enfermé, encore une fois. Bon, ben, je vais m'asseoir ici, puis je vais attendre, et puis j'en ai rien à faire. De combien de temps ça va durer? Je suis là pour l'éternité, j'ai le temps, moi je suis bien. Et l'instant d'après, enfin les instants d'après, le château, en l'occurrence, c'était une espèce de château, s'est dissous et j'ai pu me libérer. Donc ça, c'est la deuxième technique de ces entités-là pour jouer avec nous, pour nous casser les pieds, c'est de nous enfermer. La troisième, qui est un peu plus rusée encore, c'est de nous priver d'énergie d'une manière ou d'une autre. Alors, une des façons de nous priver d'énergie, c'est aussi de nous surcharger d'énergie éthérique.
Donc c'est une difficulté que rencontrent souvent les voyageurs aussi, c'est qu'ils partent avec plus ou moins d'énergie éthérique collée à leur corps de lumière. Et ça va rendre leur synchronisation avec les mondes supérieurs ou leur voyage plus ou moins facile. Voilà. Donc voilà les problèmes les plus fréquents qu'on rencontre quand on discute avec les gens qui ont ce type d'expérience. Mais il y a des techniques, encore une fois, pour régler les problèmes. Donc ils nous surchargent d'énergie éthérique, ce qui fait qu'on a du mal à s'éloigner du corps de chair. On va faire 10, 15 mètres, 20 mètres, 50 mètres, et puis plus on va avancer, plus ça va être dur parce qu'il y a une espèce de tension qui se crée entre le corps physique et la corde d'argent. Et bon, curieusement, contrairement à l'habitude, bah, plus on s'éloigne, plus ça va tirer fort. Alors que normalement, non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est le contraire. Et on se sent de plus en plus lourd, on peut même plus voler, on est obligé de marcher péniblement, on ne sait pas comment, puis au bout d'un moment, on revient en arrière, et puis voilà, on est rescotché au corps, enfin, on est absorbé par le corps physique. Donc voilà, ils nous alourdissent, ils nous privent d'énergie, en particulier, ils nous alourdissent avec l'énergie éthérique. Voilà les trois principales façons de ces entités enfin, qui émettent des blagues, qui sont des farceurs, des plaisantins, mais qui vont jamais nous faire du mal à proprement parler. C'est plutôt comme on joue avec un animal, sans trop lui faire du mal, on va se passer 5 minutes à bien se marrer. Tiens, il y a un être humain là qui apprend à sortir de son corps. On va jouer 5 minutes avec lui, on va se marrer. Tiens, on va le priver d'énergie, on va l'enfermer ici, on va voir comment ça se passe. Tu pourrais interpréter ce genre d'expérience? Comment se fait-il que, dès le moment où on peut voyager dans ces différentes sphères, il y ait la possibilité pour ces entités de pouvoir, entre guillemets, nous attaquer ou de nous enfermer? Sous quelle loi ou quelles lois régissent ces différentes dimensions, au point d'avoir donc pour la possibilité pour ces entités de jouer avec nous? Mais, je dirais qu'elle nous aide à réaliser notre véritable nature. C'est-à-dire que ça nous oblige à développer une vraie réflexion sur ce qu'on est, sur ce qu'on suscite. Et par tâtonnement, moi ça s'est opéré comme ça par tâtonnement, parce qu'encore une fois, j'avais ni maître, ni bouquin, ni quoi que ce soit pour me guider. Donc c'était assez empirique et quelquefois c'était laborieux. Il s'est passé des années avant que je comprenne telle et telle chose. Donc être confronté au problème un certain nombre de fois jusqu'à trouver la solution, hein, ça a été ma solution, moi. Et je crois que on a tendance à... Bon, je vais essayer de répondre à ta question de manière assez directe, mais néanmoins, on a tendance à voir les mondes supérieurs comme une espèce de simplification de la vie physique. Et en fait, je le dis clairement dans le livre, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde ultra simple, ultra confiné, à quelque chose d'extrêmement complexe au-delà de l'imagination physique terrestre, hein, et avec des variantes dans toutes les directions. Donc, il ne faut pas croire qu'on va de la complexité à la simplicité, c'est exactement le contraire qui se produit. Donc dans cette complexité sans commune mesure avec le monde physique, absolument enfin, beaucoup de choses sont possibles. Et les règles universelles, malgré tout, s'exercent. Alors la règle universelle, c'est quand on comprend un phénomène, quand on l'intègre mentalement, on peut le dépasser. Mais on peut lutter, par exemple, contre les agressions on peut appeler ça des créatures des mondes astro-inférieurs. Inférieurs si on veut, mais bon, lutter contre, c'est pas la bonne technique. Mais quelquefois, il peut s'écouler 20 ans avant qu'on comprenne que c'est pas la bonne technique. Mais plus on lutte, moins ça marche. Donc, leur envoyer de l'amour, il faut vraiment que ça soit sincère. Hein, parce que moi, j'ai essayé. Voilà, bon, si c'est pas sincère, bon, ils vont se foutre de ta gueule, toi, direct. Hein. Et puis, ça va te foutre les boules, et puis ça va pas arranger les choses. Donc, bon. Moi, la seule technique que j'ai trouvée qui fonctionne assez bien, parce que j'ai un caractère assez, enfin, bon, Oui, tu es un guerrier. Hein. ouais, je suis un bon, voilà, c'est de dire, écoutez, bon, ok, j'y arrive pas, ok, bon, vous êtes plus fort que moi, ben, je m'assois là, puis j'attends, voilà. Ou bien de requérir de l'aide, mais bien souvent, quand j'ai demandé de l'aide de je ne sais qui, hein, j'ai essayé de prier un tel ou un tel, mais ça marche jamais, ça. En général, ça marche pas. En général. Mais s'il y a de l'aide, et ça a été le cas il y a quelques jours de ma part où je tombais encore dans un traquenard de ce type-là, j'ai une équipe, j'en parlais tout à l'heure, j'ai une équipe sur moi depuis quelques jours. Ils m'ont littéralement pris par la peau du dos, enfin, c'est une image, hein, et ils m'ont éjecté hors du piège, comme ça, direct, manu militari. Et ça fait plusieurs semaines qu'ils interviennent pour m'arracher hors de mon corps ou me tirer de mauvaises situations sans que je leur demande rien. Donc là, ils sont très efficaces. Donc voilà, les dangers, pour revenir à ta question, les règles universelles, plus on comprend, il n'y a pas de véritable danger à proprement parler déjà. On est dans un mécanisme d'apprentissage complexe. Et c'est pas plus dangereux que d'apprendre à marcher autour du bac à sable quand on a 2 ans. Hein, voilà, bon, c'est quelque chose comme ça. Il va rien, tu vas pas arriver avec un bleu ou une jambe astrale cassée.
Il t'arrivera pas ça. Éventuellement, si tu as envie d'avoir peur, bon, ça t'a peur et puis tu reviens, tu as encore peur si tu te souviens, mais bon, c'est à toi de régler ton problème. Mais la règle universelle fait que plus tu prends conscience des choses, plus tu es dans le discernement, dans la compréhension profonde, plus tu résous les problèmes. Voilà. Et c'est bien l'objectif de tout ça, en fait. Lorsque tu abordes ces univers, je reviens sur le fait qu'on soit multidimensionnel. C'est quelque chose qui est plus ou moins compris. C'est-à-dire que tu nous fais part d'une des expériences où tu contactes apparemment un de ton toi du futur, ou une des parcelles de ton âme, mais dans le futur, dans une civilisation qui pourrait paraître très avancée à bon nombre de points. Bon, alors c'est un exemple, mais Alors je pense que sur cet exemple-là, il s'agit d'autre chose. J'ai intitulé ce chapitre Un autre moi parce que je me suis longtemps interrogé là-dessus. Alors, bon, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais bon, on est là pour parler de tous les sujets. Dans ce genre de cheminement, de découverte qu'on fait progressivement de qui on est en réalité, on en vient à se poser la question si ce qu'on appelle le moi n'existe pas dans plusieurs dimensions en même temps. Alors, première question. Et s'il n'y a pas en même temps, alors je sais que c'est difficile à aborder comme sujet, mais néanmoins faisons, d'autres moi qui sont aussi moi, mais dans des univers physiques ou des dimensions différentes. Et j'ai lu certaines allusions de certains grands maîtres de méditation qui le disaient explicitement en disant vous allez découvrir qu'il y a d'autres moi. Bon, dans cette expérience-là, moi j'ai le sentiment profond que l'autre moi qui se situe dans cette civilisation avancée, pas tellement rigolote non plus, d'une manière ou d'une autre a provoqué le switch. Et s'est livré à une expérience qui, à mon sens, devrait être intéressante. Je ne sais pas, amusante, je ne sais pas, ça ne devait pas être un farceur. Et j'ai pris la place de celui que j'appelle le grand patron pendant ce moment-là. Et je me suis trouvé désemparé parce que j'étais pas dans la position d'un voyageur astral. Non, là, c'était plutôt limite un chien domestique. Ouais, voilà, j'étais vraiment, je me suis senti comme un âne là au milieu de ces gens-là, et j'étais vraiment dans le corps physique de cette personne, à subir la gravité et tout le reste. Donc je pense que j'ai fait le switch, enfin qu'il a fait le switch, j'ai l'impression que c'est lui qui a décidé, et que j'ai passé ces minutes là dans son corps, parce que c'était une autre partie de moi-même dans un autre univers, je pense physique, parce que c'était un monde physique. Alors j'ai hésité à écrire ce truc-là, parce que déjà j'ai déjà raconté dans le livre pas mal de trucs un peu particuliers, donc je me dis bon, allez, pendant que j'y suis, allons-y, je raconte aussi ça, parce que ça m'a tellement questionné quand ça m'est Oui, ça t'a arrivé. marqué. Ça m'a marqué, parce que il s'est produit bon, vraiment une chose incompréhensible d'un point de vue. C'était pas un voyage comme j'en avais l'habitude, c'est pas non plus un retour comme j'en avais l'habitude, pas du tout, parce qu'au retour, j'étais complètement amnésique sur qui j'étais enfin, dans ce monde-ci. Oui. Ça a duré 2, 3, 4 minutes et j'étais bien paniqué. Oui, alors justement, sur le fait qu'on soit des êtres multidimensionnels, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire que toi, Marc, dans cette dimension-là, tu existes? Alors, il s'agirait peut-être, puisque tu parlais de la personnalité, de l'ego, peut-être de définir ça, faire la distinction avec l'être. Oui, si tu veux. Oui, je pense que ça serait peut-être un bon départ. Je vais essayer. Oula, mon Dieu, j'ai pas préparé ça, mais bon, je livre brut de fonderie ce que je peux penser. Moi, je vois l'ego. Alors, il y a des gens qui vous expliquent qu'il faut anéantir l'ego, lutter contre, etc. Moi, je dis pas qu'ils ont tort, mais je ressens pas du tout les choses comme ça. Pour moi, l'ego est un outil d'exploration de ce monde-ci. Donc, en tant qu'outil, bah, c'est un outil, on l'utilise, et puis quand on n'en a plus besoin, on prend un autre outil. Donc, lutter contre l'ego, bon, très bien, sauf qu'en général, c'est l'ego qui décide de lutter contre l'ego. Donc, quand on voit un petit peu comment ça se passe dans le psychisme humain, l'ego, il a envie d'être tellement puissant, d'être tellement évolué que bah, si en plus j'arrive à anéantir l'idée que j'ai de l'ego, vraiment, je suis au-dessus de tout le monde, j'ai atteint la réalisation. Et voilà, donc moi je dis laissez tomber cette histoire de lutte contre l'ego, parce que de toute façon c'est l'ego qui a décidé ça, et il va vous enfermer dans un piège dans lequel vous allez tomber, puis vous pouvez perdre 1 million d'années si vous voulez, parce que vous allez penser que si vous avez éteint une part des manifestations de l'ego, que vous êtes un être hautement réalisé, que c'est pour vous, voilà, vous êtes au-dessus de tout le monde. Non, l'ego c'est un outil d'exploration. Il est valable pour ce monde-ci. Quand on passe dans d'autres mondes, on se rend vraiment compte que tout en ayant le sentiment d'être soi, les caractéristiques de ce qu'on pense être sa personnalité changent. Ça arrive à l'instant où on sort de son corps de chair.
On voit très bien quand on regarde le corps physique qu'il y a une part de ce qu'on pensait être sa personnalité immuable et machin, qui est vraiment restée dans la viande. Voilà, on le comprend très bien tout de suite. Voilà. Et on a le sentiment que ce qu'on est à ce moment-là est beaucoup plus vrai, beaucoup plus complet, c'est aussi plus complet, plus complexe, et que bah, ce qu'on pense être sa personnalité, c'est-à-dire son identité, c'est pas ce qu'on avait pensé au départ. Et plus on ramasse de l'expérience et de la conscience et de qui on est, plus on a tendance à se dire que l'identité, c'est pas quelque chose sur lequel on peut disserter facilement. Et une part de ce que je pense être mon identité réside dans un autre monde. Et ça, c'est quelque chose d'objectif parce que pour les gens qui sont assez clairvoyants pour cela, quand on observe une personne, même sur le plan physique, il y a ce qu'on appelle la corde d'argent, qui normalement relie le corps physique au corps énergétique puis au corps astral. Mais même une personne qui est complètement, on va dire, en fusion géographique avec son corps de chair et synchronisée avec le corps de chair, on voit une espèce de corde d'argent qui se barre, qui monte probablement dans une dimension supérieure. Alors, il y a très peu de gens qui sont au courant de ça, mais quand on observe ce genre de choses, on se pose diantrement la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On est relié, mais on est relié à quoi?